Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission que nous avons le plaisir de vous présenter. Aujourd'hui, nous allons parler de dépistage du VIH-Sida et de la stigmatisation. Et nous recevons sur ce plateau des invités. Mesdames, Messieurs les invités, bienvenue à cette émission et bienvenue sur ce plateau. Nous allons tout de suite visionner un micro-trottoir qui a été réalisé en ville. Selon vous, est-il nécessaire de faire le dépistage du sida? Bien sûr, c'est nécessaire de faire le dépistage. Parce que mieux on connaît sa sérologie, mieux on peut faire face au mal. Bien sûr, c'est nécessaire. Pourquoi? Bon, ça te permet quand même de savoir, je ne sais pas moi, si tu es en bonne santé ou pas. Et puis en même temps, tu protèges d'autres personnes. Bon, moi je me dis, si on a un mal qui ne guérit pas, bon, et que on ne connaît pas le mal, la maladie qui nous fatigue, je pense qu'il est bon de faire le test sans quoi, bon, faire le test comme ça, bon, moi ça... Ça peut créer un problème entre l'homme et sa femme. Par exemple, si vous vivez ensemble un peu plusieurs années, si on fait un dépistage et qu'on découvre que la femme est décédée ou l'homme, ça peut créer un divorce. C'est ce fait qu'on peut garder les secrets. On n'a pas besoin du test pour savoir si on est sidéen ou pas, dans la mesure où les médias nous ont rabattu les oreilles pour nous faire savoir les canaux par lesquels le sida peut, en principe, attraper les gens. Donc, de mon point de vue, quand on a la conscience tranquille, il n'y a pas de raison qu'on aille faire un test de sida. Très nécessaire de faire le dépistage du sida. Parce que pour combattre une maladie, il faut dépister les personnes qui sont atteintes par cette maladie. Bon, ça aide vraiment à te prémunir, quoi. Bon, si tu connais, au moins si tu peux, bon, admettons, je ne le souhaite pas, mais si tu l'es, au moins si tu peux commencer vraiment à procéder à des traitements et autres, bon, il ne faut pas attendre vraiment que ça se déclenche et puis le faire, quoi. Bon, un côté aussi, si vous voulez, en tout cas, fonder un nouveau foyer, alors peut-être qu'il est nécessaire de faire pour savoir si l'homme en possède ou la femme en possède. C'est bon. Mais pour les couples anciens, je ne pense pas que c'est nécessaire de faire ça. Pour toi, c'est bon de faire le test de dépistage? Il y a beaucoup d'avantages, mais selon moi, l'avantage est que quand tu fais le test là, au cas, ton esprit sera tranquille, quoi. Ton esprit sera tranquille. Tu seras en face du vie. Tu sauras comment tu vas vivre. Après avoir visionné ce micro-trottoir, quelle est votre réaction? Je commence par M. Sawadgo. Merci tout d'abord de nous avoir invités sur ce plateau. En fait, les avis sont partagés. Donc, il y a des gens qui ont des principes et des préconçus. Mais je pense que par rapport à tout cela, c'est une question d'information. Bon, quelqu'un qui disait que si tu avais la conscience tranquille, ça s'entend de ce que lui il appelle par cela. Est-ce que ce que les médias nous donnent comme information, est-ce que nous avons toutes les informations pour nous préserver de cette maladie? Est-ce que nous avons toutes les informations? Est-ce que tout le monde même a les informations de le faire? Moi, je pense que dans la lutte contre le sida, l'une des bases, c'est vraiment le dépistage avant toute chose. Hein? Madame Salambé. Et par rapport au micro-trottoir, moi je trouve quand même que c'est tout à fait normal que les gens réagissent comme ça. Parce que, à mon avis, le commun des mortels ne peut que avoir cette réaction. Parce que pour eux, ça n'arrive qu'aux autres. Ça ne peut pas, moi, m'arriver. Donc, ça fait que les réactions là sont tout à fait légitimes. Et c'est pour cela, nous, en tant que structure de prise en charge de lutte contre le VIH-Sida, nous devons vraiment nous efforcer vraiment à changer ces différentes mentalités chez tout le monde. Et je trouve que ces réactions reflètent la réalité parce que dans notre pratique quotidienne, quand les gens viennent pour le dépistage, ils ne sont pas tout à fait informés de ce que c'est que le dépistage et aussi de ce qui existe par rapport aux dispositions qui peuvent être prises
pour les aider à améliorer leur état de santé quand ils font un dépistage précoce. Madame Dantounda. Par rapport à ces réactions, moi j'ai retenu deux choses. Il y a d'abord la peur. Les gens ont peur de peut-être le résultat après le dépistage. Et il y a aussi l'ignorance. Donc je me dis pendant cette émission, vraiment, si on peut, ils peuvent aussi nous aider à savoir, à connaître le bien fondé du dépistage. Il y a un qui apparemment dit que de toutes les façons, tu sais, tu peux savoir qu'est-ce qu'il en est. Et c'est cet argument qu'il avançait pour ne pas être pour le dépistage. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que on ne peut pas savoir tout de suite comme ça qu'on a le VIH ou pas. Hein. Sinon, on n'allait pas instaurer le test. Monsieur Sawadgo. Je dirais que c'est une manière de faire le test, hein, de se rendre compte de l'évidence de ce qui pourrait arriver. Donc, d'une part aussi, peut-être que la personne n'a pas assez d'informations sur l'évolution même de la maladie. Donc, apparemment, en conclusion, je dirais, pour elle, elle pense qu'une personne qui a le sida, c'est cette personne-là qui est malade. Pas comme lui, comme à l'état où il était. Il se dit que, c'est comme l'a dit madame, quand on pense que c'est aux autres que ça n'arrive, donc c'est un problème. Et c'est surtout une question d'ignorance et d'information qui fait que les gens, souvent, ils pensent avoir toute l'information, alors qu'en réalité, en allant vers les professionnels, ils peuvent avoir plus d'informations et être convaincus et accepter de faire le test. Parlant des avantages du dépistage précoce, plus tôt tu découvres ton statut sérologique, mieux on peut t'aider à améliorer ton état de santé. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de médicaments pour guérir, mais il y a des médicaments quand même qui peuvent atténuer l'évolution du virus dans l'organisme. Mais il faut le savoir tôt, il faut commencer tôt pour pouvoir pour ne pas évoluer rapidement vers la phase de la maladie, éviter surtout les infections opportunistes et aussi prévenir ces infections opportunistes-là. Merci. Madame Salambere, quel autre avantage vous voyez à ce qu'on fasse le test? Le premier avantage, c'est d'abord de savoir qu'on est séropositif et qu'on n'est pas encore malade. C'est un bon point pour vous parce que vous avez la possibilité vraiment de vous exprimer et de comprendre tout ce qui se passe vraiment par rapport à cette maladie. Si vous venez à la phase maladie, vous avez d'autres préoccupations. Alors que si vous venez vraiment tôt et que vous n'avez aucun signe de maladie, au moins les préoccupations ne seront pas les mêmes. C'est de tout faire pour ne pas tomber malade. Donc, moi, je trouve que c'est le premier avantage. Et le deuxième avantage que je vais ajouter, c'est par rapport à son partenaire ou à sa partenaire. Parce que quand vous êtes séropositif, c'est-à-dire que vous avez le virus et que vous n'êtes pas malade, et que vous le sachiez tôt, vous pouviez effectivement éviter de contaminer votre partenaire ou votre conjoint par rapport du VIH-Sida. Et ça, je trouve qu'en tant que personne humaine, c'est vraiment un avantage de préserver la vie d'autrui en faisant le dépistage tôt. Et par rapport aux femmes, je dis quand même, surtout qu'il y a la transmission mère-enfant, une femme séropositive qui a une grossesse et qui sait qu'elle a une grossesse, quand même, actuellement, il y a des possibilités que la femme ne puisse pas transmettre le virus à son enfant. Vous avez dit quelque chose qui est très important là, parce qu'il y a un monsieur qui a réagi là. Il dit que lui, il ne peut pas aller faire le test parce qu'il a peur que sa femme sache et puis ça aboutisse au divorce. Et vous avez dit par exemple, vous avez dit là que si vous découvrez que vous êtes infecté, et vous allez tout faire pour ne pas contaminer l'autre. Les personnes atteintes aussi dans leur rapport, qui se protègent, hein, parce que ce n'est pas le VIH seulement qu'on peut avoir à travers les rapports, il y a les autres infections qu'on peut avoir. Et en ce moment, une personne qui adopte ce comportement, ça veut dire que la chaîne de transmission est coupée, qu'on soit positive ou négative. Donc, c'est d'une manière générale,
L'avantage, c'est vraiment contribuer à rompre la chaîne de transmission du VIH/SIDA. Bon, je me disais, si aujourd'hui tout le monde s'était dit, on est tous des séropositifs, adoptons des comportements responsables, aujourd'hui on n'en serait pas là. C'est parce qu'on pense que c'est aux autres que ça arrive. Et dans l'ignorance, on est en train de partager avec les autres, même avec ceux qu'on aime. Donc c'est ce qui est beaucoup plus important, que les gens sachent vraiment que l'une des bases vraiment de pouvoir lutter contre l'infection au VIH. Parce que si on n'a pas de base, on ne peut pas savoir là où est-ce qu'on va. Le counseling est très important à tous les niveaux en matière de lutte contre le VIH, surtout dans le dépistage. Parce que c'est à travers ce conseil-là qu'on peut voir quels sont les problèmes qui se posent à la personne en venant faire le dépistage, qu'on peut l'aider à surmonter ces problèmes, ces réactions psychologiques et aussi voir ses dispositions morales même à accepter les résultats du test. Donc, c'est comme les collègues l'ont dit, il y a toujours un entretien appelé entretien pré-test au cours duquel on échange longuement avec la personne et c'est librement, il décide de faire ou de ne pas faire son test. Et quand il est encore hésitant, on peut lui donner du temps pour aller réfléchir à l'entretien que nous avons fait et en temps opportun, il peut toujours revenir voir le conseiller pour discuter et dire « Ah, bon, maintenant j'ai pris conscience, j'ai compris, je veux faire mon test. » Finalement, quand quelqu'un a fait son test, vous lui donnez le résultat en cas de séropositivité. Et si cette personne est mariée maintenant, il va sans dire qu'elle doit informer son conjoint. Comment ça se passe à ce niveau? Bon, il faut dire qu'en matière de dépistage, les résultats doivent être donnés individuellement. Et on doit respecter cela. Et on doit respecter le secret professionnel. Donc, quand quelqu'un fait son test et qu'il vient, je prends l'exemple d'un couple, il vient, il prend son résultat. Et dans les échanges, déjà, par rapport à ses réactions, vous pouvez déjà prioriser les problèmes qui se posent à lui. Il peut déjà poser le problème de l'annonce à sa partenaire ou son partenaire. Et en fonction de là, c'est un problème qui lui tient à cœur. Il faut l'aider à résoudre ce problème-là. Et nous échangeons avec lui pour savoir est-ce qu'en venant pour le dépistage, il avait informé sa partenaire ou son partenaire. Et s'il ne l'a pas fait, bon, c'est un peu difficile d'aller tendre un tel résultat en disant, bon, j'ai fait mon test, je suis positif. Ça peut entraîner un choc au niveau du partenaire ou de la partenaire. Donc, en ce moment, nous essayons de discuter avec lui pour lui dire, il faudrait que tu puisses sensibiliser ta partenaire sur sur les échanges que nous avons eus ici. Et à partir de là, maintenant, il faut l'informer que vous allez faire votre dépistage. Et en ce moment-là, il est plus ou moins préparé à recevoir les résultats. Si c'est le couple même qui vient pour faire le dépistage, on leur dit que le dépistage est individuel, anonyme. On fait le conseil pré-test à chacun d'eux et en fonction de cela, on peut savoir si ils vont partager leurs résultats. Si par exemple nous voyons que c'est hésitant, ce n'est pas nous en tant que conseillers qui devons annoncer le résultat à l'un ou à l'autre. C'est à eux de prendre cette responsabilité, c'est eux qui se connaissent, qui savent comment prendre l'autre pour pouvoir lui annoncer le résultat. Mais néanmoins, s'ils demandent notre appui pour l'annonce, nous sommes présents pendant l'annonce du résultat d'un couple. Mais ce n'est pas nous vraiment qui annonçons le résultat. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour les tests ou bien comment? Quelle est la fréquentation? Et bon, pour ce qui nous concerne, c'est comme je l'ai dit, le dépistage, il est volontaire, c'est-à-dire c'est des gens qui viennent délibérément. C'est surtout, nous avons constaté quand même ces derniers temps, l'affluence surtout des jeunes qui viennent vers nous pour demander ce dépistage-là. Donc à l'issue des sensibilisations qu'on fait un peu partout dans la ville et puis dans d'autres villages où nous menons nos activités, des jeunes se présentent délibérément pour avoir des informations et puis pouvoir éventuellement faire le test. Au niveau du centre de traitement ambulatoire également, le centre est très fréquenté.
Et à ce niveau, nous faisons et le dépistage volontaire et le dépistage diagnostique. Parce que c'est un centre qui est dédié exclusivement à la prise en charge psychosociale et aussi au traitement du VIH-Sida. Donc, parlant de dépistage volontaire, c'est ceux qui viennent volontairement pour faire leur test. Et parlant de dépistage diagnostique, c'est ceux qui, bon, à un moment donné, ressentent des symptômes pendant une longue durée et qui viennent en consultation comme ça sans avoir à l'idée de faire le test de dépistage. Et en tant que conseiller, nous essayons par rapport à ces symptômes, à cette suspicion-là, de leur proposer de faire le test. Et avec cette démarche-là, nous arrivons à les convaincre, à accepter de faire le test pour pouvoir être suivis au niveau du centre et pouvoir améliorer leur état de santé. Nous allons tout de suite visionner un reportage qui a été fait sur un laboratoire. On reçoit surtout les jeunes, les élèves, les étudiants, qui en tout cas ils viennent nombreux volontairement pour faire le dépistage. Bon, maintenant aussi on reçoit aussi ceux, ils ne sont pas nombreux mais quand même ils viennent, ceux qui veulent se marier et qui veulent d'abord connaître leur sérologie avant de se marier. Lorsqu'on reçoit le patient, avant d'abord que la personne aille pour le prélèvement, il y a un entretien. Et c'est à l'issue de l'entretien qu'on amène, quand le patient est d'accord pour faire le prélèvement, qu'on l'amène au niveau du laboratoire. Bonjour aussi. Le test est confidentiel. Oui. Elle est confidentielle et nous sommes tenus par le secret professionnel. Ça veut dire que lorsque un monsieur vient et qui fait le test, souvent même ils viennent à deux, ils font le test. Ouais. S'il y a un qui est positif, nous n'avons pas le droit, même si nous rencontrons l'autre, de lui dire les résultats de l'autre. On vérifie l'identité. Ça, c'est le premier test. On attend au moins 10 minutes pour la lecture. Passons au deuxième test, qui est le test discriminatif. On met encore 50 microlitres de sérum. L'assistant social donne un rendez-vous aux malades pour qu'ils viennent chercher les résultats. Environ 48 heures. 48 heures en gros. Donc s'il vient, il lui fait le conseil si c'est positif ou pas. Ils font l'entretien et puis ils donnent les résultats. Lorsque les gens viennent pour faire le dépistage, on leur fait comprendre qu'il n'y a que deux résultats. Soit le C est négatif, soit le C est positif. Nous apportons les résultats du dépistage. D'accord, merci. Et doucement, il y a des gens qui viennent et leurs résultats sont effectivement positifs. Nous ne devons pas mentir aux gens, nous devons leur dire la vérité. On doit pouvoir expliquer à la personne ce que c'est qu'un résultat positif. Et aussi donner l'espoir à cette personne-là. Même si on sait que la personne est condamnée, on est là quand même pour aider les gens. Donc il faut faire comprendre à cette personne qu'au-delà de ce résultat positif, la vie continue. Et il doit s'armer de courage et de force pour continuer à vivre. Et c'est ça qui est important. Comment sont remis les résultats du test? Au cours de l'annonce des résultats, on échange pour voir est-ce qu'il y a des problèmes d'annonce et de partage de la séropositivité au niveau de la famille ou au niveau du conjoint qui pose un problème. Et en ce moment, ensemble, on peut essayer de dégager des stratégies pour voir comment on peut informer l'autre sans qu'il n'y ait trop de choc, sans
qu'il n'y ait conflit dans la famille et mettre, disons, mettre la relation d'aide au devant des choses pour pouvoir aider la personne qui est venue vers vous pour le dépistage. En tant que personne travaillant dans ce domaine de VIH-Sida, quel sentiment vous anime quand vous êtes en face d'une personne dont le résultat du test est positif? Madame Salambere. Il faut toujours accepter la personne telle qu'elle est. Il ne faut pas le regarder d'un autre... Il ne faut pas le voir avec un autre regard. La personne est une personne. Et nous, quand on vient pour le faire, quel que soit le test, que ça soit positif, on ne doit pas juger la personne. On ne doit vraiment pas juger la personne et essayer vraiment de l'aider autant que nous pouvions. Devant un résultat positif, il y a un effort que tout un chacun, en tant que conseiller, doit faire pour rester égal à lui-même. Parce que déjà, la personne qui est venue pour avoir son résultat, s'il est déjà découragé, déprimé par rapport à ce résultat, et vous qui êtes en face, qui devez le soutenir, si vous aussi vous prenez une attitude ou bien vous sursautez parce que c'est un résultat qui est positif, déjà ça peut jouer psychologiquement sur la personne. Donc c'est vraiment un effort que le conseiller doit faire devant un résultat positif pour amener la personne à savoir que séropositivité, ce n'est pas la fin du monde, et arriver à apporter le soutien psychologique qu'il faut, arriver à le soutenir pour qu'il ne sombre pas. Parce que bon, vous avez des patients devant un résultat positif déjà, ils commencent à pleurer. Et vous, en tant que conseiller, vous devez dépasser cela, vous mettre au-dessus de ça et pouvoir le soutenir moralement, l'amener à comprendre que même avec sa séropositivité, il est possible pour lui de prolonger sa vie, il est possible de lui de mener des activités, de vivre sa vie. Je reviens donc à ma question, je demandais à Madame Coulibaly comment est-ce qu'on peut vivre longtemps bien qu'étant infecté par le VIH. Les conseils que nous donnons, d'abord par rapport à l'alimentation, la personne doit avoir une alimentation assez équilibrée, manger suffisamment pour avoir assez de vitamines et pouvoir supporter pour que l'organisme puisse tenir. Donc, par rapport à l'alimentation, il y a des conseils nutritionnels que nous donnons à la personne. Et ensuite, par rapport à l'hygiène de vie, par rapport à ses activités quotidiennes même, en tant que séropositif, il n'est pas dit qu'il ne doit pas travailler. Il doit travailler selon le rythme de son organisme et pouvoir concilier repos et travail. Et il doit également, au niveau de tout ce qui est boissons alcoolisées, excitants, essayer de laisser tomber ça au niveau nutritionnel pour pouvoir mener sainement une vie. Et sur le plan aussi des rapports sexuels, il faut l'amener à comprendre qu'il faut que il espace, il faut qu'il arrive à espacer les rapports sexuels et qu'il arrive à se protéger pour éviter la réinfection et éviter aussi de contaminer d'autres personnes. Et également au niveau du suivi médical, c'est très important. Dès qu'il a une petite infection, il faut qu'il puisse se traiter pour éviter d'aggraver les infections opportunistes. Madame Salambere. Les infections opportunistes, comme on l'a dit, c'est des infections qui, en temps normal, une personne qui n'est pas infectée par le VIH-Sida, généralement combat ça facilement. Par exemple, les diarrhées, les trucs de la peau, généralement ça vient et l'organisme même en tant que tel peut combattre ça et sans que tu ne prennes vraiment des médicaments, ça peut disparaître après. Alors qu'avec l'infection à VIH, comme l'organisme est déjà faible, l'organisme n'a plus cette capacité vraiment
de combattre ça. D'où on les appelle, puisque ce sont des saprophytes. Ils profitent de la faiblesse de l'organisme là pour pouvoir vraiment affaiblir la personne davantage et l'amener jusqu'à la phase sida. Je vous invite à suivre un reportage qui a été réalisé sur Madame Tapsoba. Je suis Madame Tapsoba, née Ilboudo Marie Denise. Je suis une fille de Dapelgo. Je suis mariée à Nassetenga ici, avec M. Paul Tapsoba. On a eu 3 enfants ensemble. Après, il est décédé en 96, le 4 septembre 1996. Mais l'habitude, normalement, comme elle est décédée, après les funérailles, on lui donne un mari. Ouais. On lui a proposé au moins 3 ou 4 garçons. Les parents m'ont forcé à me remarier, mais j'ai refusé. Ils m'ont même dit si je refusais de remarier un autre, donc je vais savoir où rentrer. Le mariage, 3 enfants, comment je peux les laisser comme ça et puis rentrer chez moi? Faire quoi encore? Donc j'ai refusé. J'ai le droit de vivre dans ce village-là. S'ils n'ont pas pris couteau derrière moi, je vais vivre. On ne me nourrit pas. On ne demande pas aux enfants votre école. C'est moi qui fais tout. Je fais le boulot et que je vends ça. J'élève aussi. Je cultive. Je ne suis pas paresseuse, mais le maladie, le courage, je n'en ai pas. Moi, ce que j'ai vu depuis mes maladies là, si tu es malade maintenant comme ça, c'est foutu pour toi, hein. Personne ne veut t'approcher. Bon, ils ont compris qu'en saluant, ça ne faisait rien. Mais les autres là, les autres problèmes là maintenant, ils ne veulent pas s'approcher de toi. Madame Tapsoba, Denise, elle-même, elle a accepté de faire le test. C'est après le test qu'on a su qu'elle a vraiment atteint le virus. Mais avec l'appui de plusieurs partenaires au sein de la PDPK, on l'a pu vraiment changer moralement et actuellement ça va. Elle-même, elle accepte facilement de se témoigner sa situation. Moi, j'avais beaucoup de clientèle. Les gens m'aimaient beaucoup, mais après le soupçon de la maladie, ils ont commencé à fuir. Donc, ce qui fait, on a des problèmes maintenant pour ça. On me regarde, d'autres vont là. S'ils voient un garçon qui est arrêté, en train de causer avec moi, bon, ils ont classé déjà sur ça. Après, ils vont sur les garçons. Zifa abgeta mamutuma. Ya ai, yam pa mi ba fi. Arman pa yalam ni. Nsam pa bang lam pa bang mbang sawa pa sari. Ni da yemin la tulun dikama. Mana para mi ele patron. Yellem bébé. Opon gom yel ni yela fo ya yalama. Prate sama zakla. Tayeti ya bolam de no to. Je m'amuse pas, hein, c'est la vérité. Donc quand je pense un peu à ça, si je dis je vais rire avec mes enfants là même, je pense que donc toujours, je ne suis pas à l'aise en tout cas. Prenez cette cuvette là, va prendre cette cuvette, la grande cuvette là, puis vous ramassez l'haricot là pour mettre dedans. Il va pleuvoir tout de suite. Oh, ça c'est mouillé. Patrice, passe celui-ci. Vite fait. Répète. Donc, je dis à mes enfants, vous n'avez pas vu une vie. Vous êtes nés dans un danger. Votre père n'est plus, mais moi aussi je suis en danger. Je ne sais pas comment faire maintenant. Bon, je ne peux pas mourir sur coup aussi pour vous laisser. En tout cas, si ce n'était pas à cause de vous trois là, j'allais savoir où rentrer aujourd'hui. Zama nimba na kan nan diwa ya. Ni la fi yi da bun fa.
faut qu'il y ait un bon pas compte là. Ou bien tu peux faut pour aller il faut y que l'autre l'art faut. La faut hammer nous nimba autour des poissons. Après avoir visionné ce reportage, quelle est votre réaction? Monsieur Sawadgo. Bon, sincèrement, l'exemple que cette femme a donné vraiment a encouragé. Bon, c'est comme on l'a dit, ce qui l'a permis d'arriver à ce stade, c'est-à-dire qu'elle a accepté la maladie, elle a accepté cette situation, elle a accepté de se battre contre la maladie et contre les présomptions, et c'est ce qui l'a amené jusqu'à ce stade. C'est très difficile d'avoir une personne infectée qui accepte parler de sa situation et qui accepte parler des difficultés qu'elle rencontre à visage découvert. Donc c'est vraiment une initiative à encourager et je pense que ça peut servir d'exemple à ceux qui ont peur de se faire dépister et également ça permet aussi de voir quelques difficultés ici qui se posent à la personne infectée, et telles que bon, la stigmatisation, la question du lévira, puisque là, bon, elle en a pris conscience et elle a même refusé de se marier, de préserver la santé des autres. Donc je pense vraiment que c'est une initiative à encourager parce que ça va permettre à ceux qui ne croient pas de prendre exemple sur elle et de comprendre que malgré les difficultés, on peut toujours vivre de façon positive avec sa séropositivité et que séropositivité n'est pas égale à la mort directement parce que tout au début, c'est ce qu'elle croyait. Mais bon, avec la préparation, avec l'appui des partenaires, elle a fini par comprendre qu'il faut qu'elle se batte. Et pour elle-même et aussi pour ses enfants. Et je trouve aussi comme les autres, c'est un bon exemple. Et surtout pour ceux qui sont paralysés par la pensée de la maladie et qui ne font plus rien pour survivre. Mais le comportement qui m'a le plus touchée et attristé, c'est ceux qui l'entourent. Elle a fait ressortir ça, elle a dit qu'elle était abandonnée par les autres et que partout où elle passait, les gens la fuyaient. Et ça, je pense, si elle n'a pas un caractère fort, elle ne peut pas vivre dans des conditions comme ça. C'est donc dire que le problème de stigmatisation se pose véritablement. Maintenant, je vais demander à nos invités de nous dire, selon vous, quelle est vraiment la cause de la stigmatisation? Pourquoi les personnes vivant avec le VIH ou les personnes malades sont-elles stigmatisées? Monsieur Sawadgo. Je pense que la stigmatisation est un peu liée à une question d'information. Bon, parce que ces gens qui courent derrière, qui disent que ce n'est pas toi qui es en train de parler à un tel, c'est parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre face à de telles situations, ça c'est un. Mais il y a ceux-là aussi qui considèrent que les personnes atteintes sont des personnes d'un autre monde. C'est des débauchés, c'est des gens de mauvaise vie qui ont cette maladie, donc on les considère comme les démons et puis c'est comme ça. La peur de cette maladie qui est légitime à toute personne vraiment qui n'est pas informée, qui n'est pas bien informée de cette maladie. Je vais donner l'exemple de quand nous on a commencé en 96, même pour mettre la plaque là même devant la porte là pour dire que c'est un centre de prise en charge des personnes infectées par le VIH/SIDA, c'était pas du tout évident à cette époque-là. Et moi, quand je partais dans une famille, automatiquement les gens pensaient que dans cette famille-là, il y a quelqu'un qui est infecté par le VIH/SIDA. Et ça, c'est pas... Mais maintenant, on voit qu'au fur et à mesure que nous avançons, au fur et à mesure que l'information passe, parce qu'au début, effectivement, de l'information, on montrait la personne infectée par le VIH/SIDA, le squelettique qui est couché, qui ne peut plus rien faire et tout. Donc, ça a vraiment imposé cette peur-là dans notre société. Donc, ça fait que les gens pensent que quand on dit que tu as le VIH/SIDA, dans un mois, tu vas devenir la personne qui est couchée, la peau sur les os. Alors que ce n'est pas ça. Mais comme avec les sensibilisations, les différentes informations que nous menons depuis ce temps-là,
on voit que ça commence à atténuer parce qu'il y a même des parents, des conjoints qui accompagnent leurs conjoints ou leurs enfants à venir se traiter au niveau du centre. Donc, c'est vraiment un truc légitime parce que quand on n'a pas d'informations, on a toujours peur. Les gens préfèrent commencer à prendre leur distance au lieu de soutenir la personne et de pouvoir l'aider à s'en sortir. Donc je pense que notre devoir est de pouvoir donner l'information juste, d'amener les gens à comprendre que ce n'est pas parce qu'on approche la personne infectée qu'on peut se faire contaminer facilement, parce que les actes de la vie quotidienne, par exemple manger, boire ensemble, on ne peut pas se faire contaminer et que la personne infectée a besoin de notre soutien psychologique sur tous les plans pour pouvoir s'en sortir et pouvoir vivre comme les autres. Et il faut le prendre comme toute maladie chronique, comme l'hypertension, le diabète, ainsi de suite, et vivre avec cette maladie-là. Quelles sont les conséquences de la stigmatisation sur une personne, par exemple, vivant avec le VIH? Monsieur Sawadgo. Les conséquences peuvent se situer au niveau même de la personne d'abord. Au niveau de la société, moi, je peux les situer qu'à ce niveau. Parce qu'une personne, de fait de la stigmatisation est marginalisée, c'est-à-dire, dans un premier temps, sur le plan social, cette personne ne pourra jamais plus être productive, ça c'est un. Et une personne laissée à elle-même, c'est vraiment la désolation, c'est-à-dire c'est le désespoir. Et là, c'est plus grave. Ça veut dire qu'on est en train de détruire non seulement cette personne, mais puis notre société, du fait de la considérer comme une autre à part entière. Donc, ça ne fait que vraiment, d'une manière, si une personne laissée à elle-même peut s'adonner à des actes vraiment pas appréciables, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Elle est laissée à elle-même, elle s'en fait que ce qui lui semble bon. Et est-ce que comme ça, nous contribuons à la lutte contre le sida? Moi, je pense qu'on y gagnerait mieux à supporter ces gens-là et à les faire vraiment adopter vraiment des comportements, à s'accepter d'abord et puis à accepter aussi de protéger aussi les autres. Ça, on y gagne. Hein? La stigmatisation, elle peut contribuer même à la propagation de la maladie, puisqu'on se dit que c'est moi, c'est arrivé, je vais tout faire pour pouvoir le faire aussi, pour que d'autres personnes aient ça aussi. Et on voit aussi qu'il y a certains cas où même les personnes se sont suicidées. Et ça, vraiment, notre société n'a rien à y gagner si effectivement ces personnes-là se suicident. C'est des bras valides que nous mettons à l'écart comme ça, qui, dans leur désespoir même, développeront très tôt la maladie, parce que psychologiquement, ils ne peuvent pas tenir. Si une personne est isolée, comment est-ce que la personne peut recevoir des conseils, de l'encouragement? Je pense que ça aussi, ça peut l'aider à vite mourir. Parce que l'isolement, ce n'est pas une bonne chose. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit en relation avec les autres. C'est en ayant des relations avec les autres, en causant avec les autres, en ayant des conseils, qu'on peut être encouragé. Si la personne est isolée, comment est-ce que la personne peut s'en sortir? Après avoir dit tout ceci, les causes, les conséquences sur la stigmatisation, quel comportement, quelle attitude chacun de nous, chaque personne devrait avoir envers les personnes vivant avec le VIH? Madame Dantounda. C'est la compassion. Et les hommes de santé l'ont dit, et puis Jésus aussi l'a dit dans Matthieu. Concernant les malades, il a dit, j'ai été malade, vous ne m'avez pas visité au dernier temps. Il va mettre ces gens-là dehors. Mais ce n'est pas lui qui a été malade, ce sont ceux qui sont malades à côté de vous. Donc, on doit prendre soin des malades parce que Jésus l'a dit. Il a dit de prendre soin des malades. Et il a aussi dit que de visiter les prisonniers. Ce qui nous concerne beaucoup plus aujourd'hui, c'est la maladie. Et il y a aussi l'exemple du bon samaritain. On a vu que quand il y a eu un blessé en route, et puis il y a un prêtre qui est passé à côté du blessé, qui n'a rien fait, qui n'a pas pu faire quelque chose, il était indifférent. Il y a aussi un lévite qui est passé sans secourir le blessé. Mais le bon samaritain, lui, il est venu et il s'est occupé du malade. Il a même soigné ses plaies. En plus, il a pris
avec lui, il est parti avec le malade pour bien s'occuper du malade. Je pense que ça, c'est des exemples qui doivent nous servir en tant qu'humains et nous occuper des malades, essayer de faire quelque chose en leur faveur. Je crois qu'on l'a dit plusieurs fois, nul n'est à l'abri même de la maladie. Nul n'est à l'abri. Et il faut aussi ajouter que toute personne vivant avec le VIH n'est pas forcément une personne qui a eu un comportement sexuel désordonné. Il y a des victimes. Et il y a beaucoup. Quand on prend par exemple dans les couples, les partenaires, il y a très souvent un partenaire qui est resté fidèle, mais qui a été infecté. Je crois que c'est injuste de commencer à stigmatiser ces personnes comme si c'est parce qu'elles avaient eu un comportement désordonné. Et même si la personne a contracté la maladie par voie sexuelle, ce n'est pas notre responsabilité de juger la personne. Et je crois que Jésus, avec la femme pécheresse, lorsque les gens étaient prêts à la lapider, Jésus a demandé mais que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Et finalement, on se rend compte que personne n'a jeté la pierre. C'est pour dire que nous sommes tous pécheurs d'une manière ou d'une autre. Et il ne faut pas catégoriser les péchés en disant que c'est le péché sexuel qui est plus grave. C'est vrai que le péché sexuel infecte et touche tout notre corps, ça c'est vrai. Mais je crois que nous péchons d'une manière ou d'une autre. Et vraiment, je crois que ce n'est pas notre rôle. Nous ne pouvons même pas jeter la première pierre. Nous ne sommes pas habilités à jeter la première pierre. Quel conseil peut-on donner à quelqu'un qui vient de recevoir son test, le résultat d'un test qui est positif? Madame Dantounda. Le conseil que je peux donner, c'est que nous tous, nous sommes appelés à mourir un jour. Il n'y a pas quelqu'un qui va vivre éternellement d'abord. Et si tu viens de recevoir ton résultat, sache que même si tu n'étais pas malade, tu n'avais pas ce virus, tu vas toujours mourir à la fin. Ce que je veux dire, il y a une vie éternelle après la mort. Toute personne est appelée à mourir. Mais maintenant, ce qui peut t'aider à vivre longtemps pendant cette maladie, il faut que tu essaies d'être optimiste. Donc, les hommes de santé l'ont déjà dit, et puis nous aussi, nous avons ajouté beaucoup de choses. Et c'est ta positivité, c'est l'esprit positif qui peut t'aider à vivre longtemps avec cette maladie. Et ce que je veux ajouter aussi, c'est que nous avons reçu plusieurs témoignages des gens qui ont été guéris. C'est vrai qu'il y a certains qui pensent que Dieu ne peut pas guérir le sida. Mais on a vu des gens qui ont témoigné eux-mêmes, qui ont dit que Dieu les a touchés. Ils étaient malades avant, mais ils ont été guéris. Il y a de l'espoir, il n'y a pas une maladie que Dieu ne peut pas guérir. On ne peut pas limiter Dieu à notre connaissance, mais il reste quand même souverain, je crois qu'il faut le dire. Il n'est pas obligé de guérir tout malade du sida. Dans tous les cas, Esther l'a dit, et c'est vrai, nous sommes tous mortels. Qui par le sida, qui par le cancer, qui par un accident ou tout autre moyen. Et l'essentiel vraiment, je crois, c'est d'être réconcilié avec Dieu, afin que lorsque sur cette terre, la vie est finie, qu'on puisse en tout cas avoir la vie éternelle auprès de Dieu. Nous lisons dans la Bible, il est dit, si quelqu'un croit en moi, il aura la vie. Même s'il meurt, il aura la vie. Et nous avons écouté ici qu'il y en a qui stigmatisent, qui mettent de côté. Mais Dieu, lui, il n'est pas comme ça. Dieu t'accepte dans ta situation. Même si tu es malade, il ne te rejette pas. Et pour finir, je demanderai encore quel conseil peut-on donner à une personne qui fait l'objet de stigmatisation? Le conseil que je peux donner à une personne qui est stigmatisée, c'est de l'amener à comprendre que dans la vie courante comme ça, quand un problème t'arrive, il faut te remettre au Seigneur et l'encourager surtout à accepter disons, sa séropositivité et à essayer de surpasser cela et voir comment il peut revivre sa vie en ayant confiance en Dieu. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Merci à nos invités d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser à l'adresse qui sera affichée sur l'écran. Merci, au revoir et à la prochaine.